Alors voilà, je pense qu'on y est, on doit être visible sur les écrans des participants et des spectateurs de ce réveil digital d'Engie. Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde virtuelle. C'est un format qui, à mon sens, va gagner en popularité dans les semaines et les mois qui viennent au vu de la situation. C'est un format un peu nouveau pour chacun d'entre nous. Donc en un sens, on essuie les plâtres de la conversation virtuelle, du chat à distance avec une audience. Donc, on a préparé du mieux qu'on pouvait cette table ronde. On va donner tout ce qu'on a et on vous prie d'être indulgent si la qualité de la vidéo, si la qualité sonore n'est pas exactement au rendez-vous. On s'améliore d'édition en édition de ce réveil digital d'Engie. Gérard m'indiquait à l'instant que vous étiez déjà nombreux à nous avoir rejoints, donc je vais immédiatement commencer les présentations. Vous devez voir 6 fenêtres sur votre écran. Moi-même, je suis Guillaume Serriès, je suis le rédacteur en chef de ZDNet, qui est pour cette édition le partenaire média du Réveil Digital d'Engie, également avec LCI. Honneur aux dames ensuite. On va commencer avec Gaëlle, qui est en haut à gauche de votre écran, je présume. Bonjour Gaëlle, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Bonjour à tous, Gaëlle Faleguero, je suis Chief Data Officer de la BU France Renouvelable, donc au sein d'Engie. Très bien. Immédiatement à sa droite, nous avons le professeur Jérôme Rambouts. Bonjour monsieur, vous travaillez notamment à l'ESSEC, c'est ça? En effet, bonjour à tous et aussi merci pour l'invitation de participation à cette table ronde. Et professeur à l'ESSEC, aussi directeur de la chaire Strategic Business Analytics qui est sponsorisée par Accenture. Très bien. Gérard Guinamont, vous êtes le CDO d'Engie, le Chief Data Officer. En quelques mots, en 2 phrases, en quoi ça consiste? Et bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Chief Data Officer d'Engie. Donc mon rôle au niveau du groupe est d'orchestrer ce qu'on appelle la transformation data du groupe. Voilà, en 2 mots. Et bien évidemment, nous aurons l'occasion d'expliquer ça avec un peu plus de détails au cours de l'échange. Complètement. Jérôme Imbert, bonjour. Vous êtes le PDG d'une start-up, Serima, qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. C'est bien ça, hein? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à cette matinée digitale. Effectivement, je suis le fondateur et le PDG de Serima. Et on intervient spécifiquement dans le monde de l'éolien avec une technologie qu'on a développée et qui fonctionne un petit peu comme une montre connectée, mais pour les éoliennes, pour les surveiller et optimiser leur fonctionnement. Et enfin, dernier invité de cette table ronde, Eric Orsena. Bonjour monsieur, académicien, auteur prolifique. Et Eric va nous écouter pendant cette table ronde et puis conclure nos travaux en fin de session. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en fouillant sur l'interface de la visioconférence. Vous pourrez trouver un petit onglet bleu avec intitulé Messages, me semble-t-il. Ça ouvre une fenêtre qui vous permet de poser des questions à nos invités et je me ferai fort de les relayer pendant le débat. Un petit message à destination des participants. N'hésitez pas à prendre la parole pour intervenir et réagir sur les propos des autres intervenants que vous entendez, parce que plus l'exercice est interactif et mieux c'est, donc faites-moi un petit signe de la main et puis je vous donnerai la parole. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par dire que la création et la collecte et le stockage des données numériques n'est pas forcément vertueux aujourd'hui d'un point de vue environnemental. Je lisais la semaine dernière un article de presse qui mentionnait que un centre de données moyen, qualifié de moyen, situé à Amsterdam, consomme 14 mégawatts par an, soit l'équivalent de la consommation énergétique d'une ville de 35 000 habitants aux Pays-Bas. Alors certes, les producteurs et ceux qui stockent de la donnée s'engagent depuis quelques années à aller vers un bilan carbone neutre,
et puis à utiliser des énergies renouvelables pour alimenter les centres de données. Mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que la donnée numérique est également utilisée pour optimiser le fonctionnement des systèmes, pour les rendre plus efficients, et notamment en évoquant les projets qui sont réalisés, je le mentionne en présentation, par Engie et par la start-up Serima. Alors pour commencer, je vais m'adresser à Jeroen, qui est donc professeur à l'ESSEC, pour évoquer avec lui l'importance qui est prise par les données dans la création de valeur et la prise de décision en entreprise. Jeroen, la montée en puissance des GAFA est une conséquence de cela, à mon sens. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène et est-ce que vous avez des chiffres pour illustrer cette tendance de la numérisation croissante de l'économie? Oui, en effet, je vais peut-être intégrer aussi le Covid directement à cette question. Je pense que pour le rendre très actuel, on est tous confinés aujourd'hui à cause du Covid-19 et ceci accélère, on peut imaginer, la digitalisation de notre vie personnelle, mais et aussi professionnelle. Et ça, on le constate tous les jours. On travaille à distance, la façon de travailler change complètement et donc est digitalisée. Donc, ça crée énormément de données. Et ça, c'est personnel. Mais dans les grandes entreprises, on voit aussi la rapidité de l'automatisation des processus qui a fortement augmenté. Et ça, on a vu les grandes entreprises américaines, sans doute les GAFA et autres, ont une croissance spectaculaire depuis la première vague de la pandémie et sont fortement appréciées par les investisseurs. On voit ça sur la bourse, on voit dans la média. Et en France, depuis quelques années, toute grande entreprise est attirée par ce succès des entreprises américaines technologiques parce que eux, ils arrivent à transformer les données en utilisant de l'intelligence artificielle en valeur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très attirant et les entreprises françaises sont inspirées par ceci. Et on donnera des exemples sur ça. Et oui, j'ai aussi la sensation que c'est un savoir-faire qui, pour l'instant, échappe à de nombreuses entreprises françaises, aussi puissantes soient-elles. Et depuis 2 ans, on voit des contrats très importants signés entre ces GAFA, je pense notamment à Google, je pense à Amazon, et des géants de l'industrie et de l'économie française, qui, d'une certaine manière, alors je ne sais pas si c'est une obligation ou si c'est une vision stratégique, mais nouent des partenariats avec ces entreprises pour monter en puissance sur la création de valeur, sur la donnée. Tout à fait. Donc, on est attiré par ce modèle technologique, création de la valeur avec les données et intelligence artificielle. Et donc, vous donnez des exemples de L'Oréal Carrefour, mais aussi récemment Danone qui a le IA Factory pour AgriFood avec Microsoft. Donc, toutes ces grandes entreprises ont construit des partenariats et dans l'énergie, c'est aussi pareil. Engie travaille avec AWS, Amazon, pour créer plus vite de la valeur avec des données. Et ça, je pense que c'est un constat et souvent, c'est au début plutôt symbolique. Donc, ça crée de la valeur, ça donne de l'image que l'entreprise est comme les entreprises technologiques américaines. Évidemment, c'est pas assez. Aujourd'hui, il faut commencer à créer de la vraie valeur, pas juste de la valeur symbolique. Et donc, on a besoin de faire augmenter l'excellence opérationnelle de nos entreprises. Et ça c'est quelque chose qui est difficile et qui nécessite, on en parlera après, cet esprit prédictif quand on utilise les données. Surtout, une des hypothèses qu'on peut faire quand on constate la mise en place de ces partenariats entre des entreprises françaises, je le redis, mais très puissantes, et les GAFA, c'est qu'en interne de ces entreprises françaises, il n'y a pas forcément aujourd'hui la compétence, au-delà de la technologie, mais la compétence et le savoir-faire pour exploiter de la donnée. Sur zdnet.fr, depuis quelques années maintenant, à chaque fois qu'on écrit dans la rubrique ressources humaines, on fait le constat que sur certains postes à profil très très spécifiques, les data scientists par exemple, ou les analyses de données, il y a des postes à pourvoir. Et donc, il y a toute une filière de formation qui s'est mise en œuvre pour fournir aux entreprises qui peuvent se les payer, parce que c'est aussi des employés qui sont très très bien rémunérés, ces data scientists. Vous, au niveau de l'ESSEC, vous travaillez aussi cette logique-là, et vous avez monté un partenariat avec Engie. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots?
Oui, c'est un excellent point, hein, les talents qui sont nécessaires pour réussir ces étapes suivantes de la maturité des entreprises françaises vient de la formation que nous offrons à l'ESSEC Master. Et nous avons en particulier cette chaire Strategic Business Analytics qui travaille avec Engie, notamment sur des cas stratégiques pour valoriser des données. Donc nos étudiants aujourd'hui, ils savent, et ça je suis professeur dans mes cours, je suis plus, je peux pas faire tout ça tout seul pour apprendre aux étudiants de la création de la valeur sans travailler avec des entreprises dans un contexte réel. Parce que les données, on peut pas les avoir facilement parce que les données sont souvent, c'est le pétrole brut finalement qui est nécessaire pour créer de la valeur. Les entreprises vont pas me prêter comme ça un échéance de données pour que les étudiants travaillent dans leurs cours sur ces contextes-là. Donc, on a vraiment besoin d'une collaboration entreprise et SEC pour que les étudiants qui vont travailler demain dans les grands groupes et dans les petites entreprises aussi ont déjà une expérience de valorisation des données. Et ça, c'est uniquement possible ici dans le cadre de Engie parce que ça nous aide à bien comprendre le contexte, la problématique et vraiment aussi les enjeux, les difficultés de l'utilisation des données. Parce que là, on parlait de contexte français. Les entreprises en France, les grandes entreprises ont souvent encore des soucis de l'utilisation de données parce que les données sont pas nécessairement accessibles directement. Il y a de la gouvernance, il y a de la réglementation. Et ça, les étudiants ne peuvent pas apprendre dans un contexte scolaire à l'ESSEC uniquement. Donc, alors justement, sur ce point du recrutement des talents pour analyser la donnée et améliorer l'efficacité, je vais donner la parole à Gérard Guinamant. Donc, vous êtes le Chief Data Officer d'Engie. Expliquez-nous pour quelles raisons vous avez besoin de ces profils qui sont à même d'analyser des données pour optimiser le fonctionnement de votre activité. Alors depuis effectivement 2 ans maintenant qu'on a engagé cette transformation data et que j'orchestre cette transformation data, on a besoin d'accompagner, je dirais, dans deux directions. Une dimension technique qui est liée à l'augmentation forte des volumes de données. Bon, c'est pas récent, hein. Je veux dire, on s'occupe de la donnée depuis de nombreuses années, mais là, on est vraiment depuis 2-3 ans confronté à une augmentation exponentielle du volume, hein, en passant du data au big data. Et donc ça a des conséquences technologiques importantes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, même si depuis de nombreuses années, encore une fois, bien sûr, on s'intéresse à nos données, en particulier les données commerciales, les données de nos clients, parce que là, depuis de nombreuses années, on est confronté à la mise en concurrence sur les marchés de l'énergie. On observe depuis 2-3 ans un besoin de s'orienter vers plus de prédictif, moins de descriptif sur ces données, de pas seulement utiliser les données pour décrire les choses, mais aussi pour prédire l'avenir, et puis aussi d'aller progressivement vers l'intelligence artificielle. Donc, il y a une augmentation en volume et une augmentation vraiment qualitative, donc des compétences technologiques nouvelles et des compétences d'analyse nouvelles. Alors, bien évidemment, on va retrouver les métiers classiques hein, que l'on connaît, les data architectes, les data scientists, mais aussi des compétences de manager pour manager cette transformation de données. Donc, ce sont les fameux Chief Data Officer hein, dont j'anime la communauté au sein d'Engie. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2 ans de temps, on a réussi à disposer d'une communauté de 200 data scientists au sein d'Engie, parmi 2000 je dirais ce qu'on appelle des data friends, c'est-à-dire des collaborateurs qui œuvrent dans la donnée, quelle que soit la nature de leur activité. Voilà, donc ça c'est un point important pour lequel on a besoin à la fois de recruter, d'où l'intérêt de travailler avec des écoles et avec des chaires de formation, comme Yaroun a mentionné, mais aussi de former en interne. Parce qu'on a besoin d'accompagner des transformations de compétences en interne. On ne peut pas tout obtenir par du recrutement. Et puis, je présume aussi former au regard de la spécificité
avec laquelle vous utilisez les données que vous produisez, que vous collectez et que vous stockez. Je parle de spécificité puisque en préparant cette émission, vous mentionniez que pour ce qui est du domaine des énergies renouvelables, il y avait des contraintes particulières à la production de ces énergies dans laquelle l'utilisation des données pouvait avoir du sens. Est-ce qu'on peut en parler justement? Oui, alors, tout à fait. Je citais tout à l'heure les données commerciales, les données clients. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous et en voie, je dirais, de développement massif, ce sont les données industrielles, les données opérationnelles, qui sont les données produites par nos usines de production. Tout ça pour mieux opérer ces assets de production, que ce soit des assets du renouvelable d'ailleurs comme des assets plus classiques, hein, mais aussi pour les maintenir en conditions opérationnelles. Et là, on retrouve aussi le prédictif avec ce qu'on appelle la maintenance prédictive, hein, qui va nous permettre de mieux anticiper les pannes pour augmenter la disponibilité de ces usines. Alors, pour le renouvelable, on a en plus, je dirais, une particularité qui est vraiment spécifique au renouvelable, c'est, je dirais, c'est cette notion d'intermittence. Hein, la difficulté, c'est pas la difficulté, la caractéristique, je dirais, du renouvelable, c'est que c'est une énergie intermittente. Pourquoi? Parce que il fait nuit de temps en temps, hein, donc quand on veut produire de l'énergie solaire, il y a des périodes de la journée où on ne peut pas produire. Et puis, il n'y a pas toujours le vent nécessaire. Soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop. Donc, on n'a pas toujours les conditions météorologiques optimum. Pour autant, ces énergies renouvelables sont absolument essentielles à notre stratégie de transition énergétique. Hein. Oui. Energy, mais aussi globalement les différents pays. Donc la question, c'est de se dire comment compenser cette intermittence. Alors on pourrait augmenter à l'infini le nombre de moyens de production, mais bon, on sait très bien que économiquement et pour aussi des raisons environnementales, c'est pas forcément ni souhaité ni souhaitable. Donc la question, c'est vraiment de dire comment je peux optimiser au maximum les assets dont je dispose, hein, les usines dont je dispose, que ce soit des assets solaires ou des assets liés au vent. Donc, et ceci sur toute la chaîne de valeur de ces énergies, c'est-à-dire à la fois au tout début de cette chaîne, quand il s'agit de choisir les meilleurs sites qui vont produire le maximum d'énergie. Donc là, on utilise notamment la donnée météo, la donnée de topographie, hein, et puis aussi les données qu'on a à la maison, j'allais dire, issues des assets déjà en place, pour calculer le meilleur potentiel et choisir les meilleurs sites. Ça, c'est un point important. Ensuite, une fois que les assets, que les éoliennes, que les champs solaires fonctionnent, il faut en tirer le maximum de rendement. Et là aussi, la donnée est quelque chose d'important pour mieux piloter la production, pour mieux piloter la maintenance, pour faire en sorte que ces assets soient disponibles le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point important, c'est que une fois qu'on a produit le maximum d'énergie, avec ces assets-là, il faut en faire le meilleur usage. Et le meilleur usage, là aussi, la donnée est importante, la donnée que ces assets ont produit, la donnée de consommation aussi, la donnée de météo, puisqu'on peut aussi prédire plus ou moins de production en fonction de la météo, la donnée des prix de marché, hein, donc les données économiques, et l'ensemble de ces données, la combinaison de ces données, va permettre d'optimiser au maximum l'énergie que l'on aura produite. Voilà. Alors justement, pour évoquer cette dimension optimisation de la production, on va laisser Gaël évoquer quelques cas d'usage qui sont en production chez Engie France Renouvelable, et qui permettent de mieux comprendre concrètement sur le terrain comment est-ce que des éoliennes ou bien des panneaux solaires peuvent produire de l'énergie tout en étant optimisés
par les propres données qu'il collecte. Si je comprends bien, c'est un peu ça dont il s'agit. Donc, Gaël, peut-être déjà une petite précision sur ce qu'est Engie France Renouvelable au sein d'Engie, dont vous êtes la Chief Data Officer. Oui, donc la BU France Renouvelable produit de l'énergie solaire, photovoltaïque, hydroélectrique et du biogaz aussi. D'accord. Donc on est présent sur toute la France, puisque c'est des énergies qui sont réparties de manière très locale sur des territoires. Et sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, donc comme le disait Gérard, à la fois en amont pour étudier où doivent être positionnés nos parcs pour garantir la meilleure performance, dans les phases d'études et de construction des projets, et puis ensuite dans les phases d'exploitation et de management de l'énergie produite. Alors, sur l'exploitation et la gestion de l'énergie produite, vous avez évoqué un projet qui s'appelle OptiNoise et qui permet, si je comprends bien, d'optimiser la production des éoliennes en faisant attention au bruit qu'elles font au niveau de leur environnement proche, et on peut penser par exemple aux agglomérations, aux habitations qui sont à proximité. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce projet et la spécificité de l'usage des données dans le cadre de ce projet pour optimiser la production des champs d'éoliennes? Oui, tout à fait. Donc, l'éolien, au-delà de l'aspect intermittent, on a aussi un certain nombre de contraintes qu'on doit respecter. Le bruit est une de ces contraintes, puisque c'est d'ailleurs un des principaux reproches qui est fait au parc éolien, c'est l'impact sonore sur les riverains. Et la réglementation française impose un certain nombre de niveaux sonores à ne pas dépasser, et donc implique des bridages de nos parcs éoliens. Qui dit bridage dit inévitablement perte de production et donc un impact financier et sur la rentabilité de nos parcs. Bridage, ça signifie qu'en fonction de la direction du vent, par exemple, certaines éoliennes vont pouvoir fonctionner ou ne pas pouvoir fonctionner. C'est ça, un bridage? C'est ça. On va pouvoir limiter le fonctionnement d'une éolienne malgré la capacité qu'on pourrait avoir à produire de l'énergie pour limiter ses impacts sur l'environnement. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, ce sont des données météo qui sont utilisées pour optimiser la production. Quel type de données sont utilisées pour gérer au mieux la production au regard du bruit qui est produit par les champs d'éoliennes? Alors en fait, on va croiser, au-delà des données qu'on va croiser, on va croiser aussi différents types de métiers et différents types d'expertise pour récolter des informations d'un point de vue acoustique, de l'expertise sur la manière dont fonctionne la production, des données de direction du vent, d'intensité, etc. Et en croisant toutes ces données, l'objectif va être, on peut aussi croiser par exemple avec des données fournisseurs, donc de matériel par exemple. Et l'objectif va être de dimensionner au mieux nos parcs. Donc, on peut, notre outil d'optimisation va pouvoir intervenir en phase amont des projets, avant même la construction, de manière à identifier quelle va être la meilleure disposition du parc, la meilleure constitution d'un point de vue matériel pour optimiser le rendement de ce parc et optimiser aussi du coup le modèle économique associé. Je comprends bien. Alors là, on vient de parler de l'éolien, mais dans le domaine de la production d'énergie solaire également, on peut utiliser de la donnée de production pour améliorer l'efficacité de la production en tant que telle. Là, vous aviez évoqué avec moi un outil de prévision, me semble-t-il. Oui. Présentez-le-nous, s'il vous plaît.
Là, l'idée de cet outil de prédiction de la production solaire est de travailler sur cette notion d'intermittence et de nous permettre d'avoir de la visibilité très court terme sur l'énergie qui va pouvoir être produite par des panneaux solaires dans la journée à venir. D'accord, donc par intermittence ici, on entend la couverture nuageuse plus que le jour-nuit dont parlait Gérard tout à l'heure dans sa présentation des énergies renouvelables en lien avec le solaire. Hein. C'est la capacité de production au quotidien en fonction du soleil qu'il fait, si je puis me permettre. Oui, c'est ça. Donc là, on va utiliser des données météo, on va utiliser des données d'irradiance, des données historiques des sites, et on va utiliser aussi des données d'images satellites. Et l'objectif, ça va être vraiment de comparer les images d'un ciel clair qui nous permet d'avoir le plus de soleil possible avec les images du jour, de manière à estimer l'épaisseur des nuages, leur positionnement, leur évolution aussi très court terme pour anticiper ce qui va se passer dans la journée, de manière à avoir une meilleure vision de l'irradiance et des capacités de production sur la période à venir, pour croiser aussi ces données avec des profils de consommation, avec les données du marché, pour nous aider aussi à optimiser la manière dont on va consommer cette énergie. D'accord. Alors, une question simple, Gaëlle, et si je me la pose, je pense que de nombreux spectateurs de cette table ronde se la posent également. Qu'est-ce que l'irradiance dont vous parlez? Alors, ça va être, en fait, ce qu'on va chercher à savoir, c'est, en mots simples, l'intensité, comment l'intensité du soleil va impacter nos panneaux solaires et réussir à transformer ce soleil, entre guillemets, en une énergie valorisable et utilisable. D'accord. C'est à comprendre. Et la récupération de ces données et leur analyse, elle peut se faire dans quel laps de temps avant de prendre une décision? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez piloter à quelle distance de temps avec ces outils-là? Est-ce que c'est la veille pour le lendemain? Est-ce que c'est au jour le jour? Est-ce que c'est dans la demi-heure? Comment ça fonctionne? Alors, en fonction des usages, le laps de temps va être très différent. Quand on est plutôt en phase amont de projet, on va chercher à faire des études plutôt sur du long terme pour avoir la rentabilité d'un projet dans son ensemble. Quand on est sur le cas particulier de Rivesaltes dont je parle, où on est sur de la prédiction court terme, l'idée c'est vraiment de travailler sur la journée au maximum, voire sur des pas de temps beaucoup plus courts, dans l'heure à venir, qu'est-ce que je suis capable de produire comme énergie et qu'est-ce que je vais avoir comme consommation potentielle pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi et voir si cette énergie, elle va pouvoir nous servir à alimenter le bâtiment juste à côté, les voitures qui vont pouvoir avoir envie de se recharger, besoin de se recharger, ou travailler aussi sur des options de stockage de cette énergie. Ok. Et juste pour préciser, Rivesaltes, hein, dont vous parliez, c'est donc le nom de la commune sur lequel est implanté le champ d'éoliennes. C'est à proximité de Perpignan, me semble-t-il. C'est le nom du site. On a aujourd'hui c'est le site sur lequel on a fait cette expérimentation. Et donc, pour l'instant, ça permet de nommer aussi le projet. Bien sûr. J'évoquais cette... à le généraliser peut-être sur beaucoup plus de sites. D'accord. J'évoquais cette dimension de temps pour récupérer, traiter et prendre de la décision parce que on l'a déjà évoqué avec Jérôme et avec Gérard. La notion de prédictif et de temps réel prend de plus en plus d'importance dans les modèles économiques qui sont exploités à partir de la création de ces données. Alors tout ça, c'est permis grâce à l'augmentation de la puissance de calcul, l'augmentation des volumes de stockage, la capture de données de plus en plus hétérogènes également. Hein. Et par le fait, me semble-t-il, que désormais, on assiste à la connexion de plus en plus d'objets, si tant est qu'on puisse considérer qu'une éolienne est un objet, qu'une cafetière est un objet. Un smartphone est évidemment un objet connecté depuis
depuis sa conception. Mais c'est cette connectivité des objets qui permet la mise en place des capteurs, la remontée d'informations et l'analyse de ces nouvelles données. Jérôme, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de prédictif et que vous puissiez nous expliquer dans quelle manière c'est utilisé en entreprise, avec quel modèle économique, au-delà des exemples sur l'énergie renouvelable qu'a présenté Gaël à l'instant? Oui, bonne question. Donc, je donnerai peut-être 2 autres exemples pour le prédictif en temps réel. Et un, c'est l'entreprise, par exemple, Stuart, c'est comme Uber, c'est un livreur dans les grandes villes qui livre en vélo essentiellement. Parce que je voulais quand même parler on parlait tout à l'heure des grandes entreprises françaises, mais en fait, la digitalisation, cette accélération dont on parlait tout à l'heure, se voit vraiment dans les micro-entreprises et même des commerces de proximité. Parce que eux, par exemple, ils sont en train de travailler avec les ministères de l'économie pour vraiment développer les click et collect de tous ces commerces de proximité. Et donc ça va aider les petites entreprises, commerces de proximité à pouvoir livrer ou faire du click et collect dans les grandes villes. Donc pouvoir les sauver en fait, parce que maintenant ils sont vraiment en grand problème. Et pour ça, il faut des prévisions en temps réel de livreurs. Et Stuart a des modèles de prévision qui font des prévisions en temps réel pour pouvoir satisfaire la demande et l'offre par rapport à toutes ces livraisons. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est les supermarchés. C'est pour éviter le gaspillage par exemple, des fruits et légumes. Carrefour fait des prévisions à temps réel pour voir la gestion de stock à la journée, le matin, l'après-midi. Les fruits se conservent parfois vraiment pas longtemps et les légumes. Et donc, pour ça, ils ont besoin des prévisions en temps réel. Et ceci évite évidemment dans ce cas-ci le gaspillage. Et donc en temps réel, ça c'est vraiment des exemples très concrets, mais on le voit aussi au niveau de l'entreprise, de point de vue stratégique. On a vraiment besoin maintenant de savoir à temps réel les actions de l'entreprise, les opérations, est-ce qu'ils se développent bien, d'avoir à temps réel un vue globale de l'activité et la performance de l'entreprise. Et ça, c'est aussi avec des indicateurs de performance, des fameux KPI, que l'entreprise de plus en plus commence à optimiser pour implémenter leur stratégie. Donc, c'est vraiment les 2 exemples un peu macro, micro, mais je pense que le temps réel devient de plus en plus important. On va continuer à en parler avec Jérôme Imbert. Rebonjour. Je rappelle que vous êtes le PDG de la société Cerima. Vous travaillez dans le domaine des énergies renouvelables. Et peut-être qu'on peut commencer par une présentation rapide de votre société et puis enchaîner sur vous, quelle est votre perception, votre conception de justement de la remontée d'informations et de l'analyse d'informations en temps réel et ou à des fins prédictives. Oui, donc alors quelques mots oui, sur Cerima. Donc nous, on est vraiment un pur player du digital appliqué au renouvelable et en particulier à l'éolien. Donc l'entreprise a été créée en 2015 et elle commercialise une technologie qui s'appelle WinFit et qui permet en fait en équipant chaque. Excusez-moi, moi je vous ai pas entendu, donc je pense que tout le monde ne vous a pas entendu. Une technologie qui s'appelle comment, pardon? WinFit. WinFit, ok. WinFit. Et qui permet donc en équipant chaque éolienne en fait de surveiller de façon très fine son fonctionnement pour pouvoir optimiser ce fonctionnement. Donc pour nous en fait l'enjeu c'est comment répondre au défi de la transition énergétique si vous voulez et aux objectifs qui sont fixés par les gouvernements et en particulier comment on peut y répondre dans le secteur de l'éolien. C'est un enjeu qui est très important. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le développement de l'éolien s'est fait en créant des machines et en installant des machines toujours plus grandes, en allant chercher toujours plus de capacité, plus de taille. Donc, ça a été très efficace jusqu'à présent. Là, on peut dire que dans les 8 dernières années, par exemple, le prix de l'énergie éolienne a été divisé par 2 dans le monde. Donc, il y a une vraie efficacité. Mais à un moment donné, ça atteint ses limites. Et le fait d'avoir des machines toujours plus grosses ne suffit pas pour aller chercher encore plus de performance de ces systèmes. Et pour rebondir sur l'exemple de Gaël tout à l'heure sur son projet Optinoise, est-ce que plus une éolienne est grosse, plus elle est volumineuse, plus elle fait de bruit, ou ça n'est pas du tout lié?
Alors, il y a un enjeu effectivement qui est lié à ça, puisque le bruit qui peut être perçu est lié au fait que les pales passent dans le vent, hein, et donc l'effet de taille qui peut jouer effectivement. Tout à fait. D'accord. Et donc là, ce sur quoi vous travaillez, si je comprends bien, c'est finalement améliorer la production éolienne en passant par des éoliennes plus petites, c'est ça? Alors, l'enjeu pour nous, c'est d'abord d'améliorer la production éolienne. Et si vous voulez, c'est de comprendre et d'aller chercher toutes les marges d'exploitation qui peuvent exister aujourd'hui dans les installations éoliennes. Et ça peut être fait comment? Ça peut être fait justement en jouant sur la subtilité qu'on peut avoir en exploitant les données face à une source d'énergie qui est le vent, qui est quelque chose qui varie tout le temps. Ça varie très très vite. Il y a beaucoup de changements possibles. Et donc, la capacité à exploiter les données de façon très fine va justement permettre d'aller chercher ces marges d'exploitation. Donc, on n'est plus dans la question de faire des installations toujours plus massives, mais on va être dans la question d'aller chercher l'optimum sur ces installations. Donc, c'est à ça. L'optimum, c'est donc le courant d'air dans une vallée particulière, c'est ça l'optimum? Alors, l'optimum, ça va être, par exemple, lorsque vous avez le vent qui va changer de direction de quelques degrés, vous allez avoir l'éolienne qui, bien sûr, va devoir suivre le vent et se recaler pour produire au mieux. Si vous avez des modes de fonctionnement où l'éolienne reste pendant 10-15 minutes décalée par rapport à cet axe du vent, eh bien, elle produit un peu moins à ce moment-là. Elle est un peu moins performante. Voire même si elle est très décalée, elle va même potentiellement s'abîmer, hein, parce que ça va induire des vibrations et des défauts de fonctionnement sur la machine. Donc c'est typiquement ce genre de choses que la technologie WinFit permet de surveiller et d'optimiser. Nous, on fonctionne d'une manière très, très précise, c'est-à-dire que on produit nous-mêmes la data à travers la box qu'on installe dans l'éolienne et les capteurs qui sont embarqués. On va transmettre cette data sur le cloud, donc les serveurs virtuels qui permettent d'exploiter en grande quantité et massivement les données, donc qui ont cette capacité de traitement massif. Et sur ce serveur virtuel, là, on fait tourner les algorithmes qu'on a développés, qui ont une partie scientifique, si vous voulez, qui va permettre de vraiment comprendre comment l'éolienne réagit par rapport au vent. Et in fine, l'utilisateur, lui, bien sûr, n'est pas confronté ni à la donnée de base qui arrive là en grande quantité, ni à la complexité des algorithmes, mais à des résultats très clairs et très simples. Par exemple, votre éolienne a un décalage de quelques degrés, et ce décalage amène une perte de performance de 1%, 5%, 6% par exemple. Gérard, tout à l'heure, dans son propos introductif, parlait d'automatisation. Une fois que, au niveau de votre cloud, de votre data center, vous remontez la donnée que le vent a changé de direction et qu'il faudrait donc réorienter l'éolienne pour optimiser la production. Ça, c'est une information qui intéresse Gaëlle, je présume, puisque c'est elle qui va être en capacité de prendre la décision de changer la direction de ces éoliennes dans le champ d'éoliennes. Aujourd'hui, on peut aussi parler d'automatisation, c'est-à-dire qu'en fait, vos informations sont remontées directement aux éoliennes qui s'orientent toutes seules, entre guillemets, ou bien c'est à Gaëlle et à ses équipes de prendre la direction sur la base de l'information que vous avez remontée, de déplacer les éoliennes. Là, vous faites une remarque qui est très intéressante parce qu'en fait, une éolienne, c'est aujourd'hui déjà un automate, c'est une machine automatique qui suit le vent, par exemple, par elle-même. Donc, elle a déjà des capacités de suivi du vent. Ce qu'elle ne sait pas faire, ce qu'elle ne sait pas aller chercher, c'est la finesse de ces réglages. Donc, nous, aujourd'hui, on fournit des diagnostics de fonctionnement qui permettent d'identifier que l'éolienne qui est aveugle par rapport à ça, qui n'a pas cette finesse, peut aller gagner quelques points de production, on peut améliorer, diminuer son usure, par exemple, en faisant un meilleur réglage. Donc, on va fournir cette information à un opérateur qui va être quelqu'un dans les équipes, par exemple, effectivement, d'Engie Green, par exemple, qui va, lui,
aller modifier les réglages de l'automate pour gagner ces points de production ou amener des correctifs pour amener ces points de production ou diminuer ces risques d'usure de maintenance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on exploite au maximum les capacités de l'Internet des objets connectés. Effectivement, c'est vraiment ça qui fait la différence entre ce qui est aujourd'hui une éolienne et ce que demain, on va pouvoir fournir. Aujourd'hui, on fournit des diagnostics grâce à ces technologies de l'Internet des objets, donc les capteurs intelligents, la transmission des données via les capacités d'Internet et le traitement sur le cloud. Et pour nous, demain, ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est vraiment le fait d'augmenter les capacités de l'éolienne. C'est, si vous voulez, l'éolienne augmentée, en lui donnant une couche d'intelligence supplémentaire, effectivement, qui va lui permettre par elle-même de traiter tous ces éléments de détection, de déréglage ou d'optimisation par rapport au vent, par rapport à son environnement, par rapport à la météo, par rapport aux interactions avec les autres éoliennes pour optimiser encore mieux la production. Et donc aujourd'hui, pour illustrer ce concept de temps réel, entre la remontée d'informations et le mouvement de l'éolienne sur la base de vos informations, combien de temps s'écoule-t-il? Alors aujourd'hui, le temps dépend du temps d'intervention de l'équipe de maintenance qui va devoir aller sur site pour faire la modification de réglage. Pour nous, si vous voulez, la remontée d'informations et le diagnostic, c'est quasiment de l'instantané. Par contre, on a de l'autre côté de la boucle, on a une intervention qui doit être faite par une équipe de techniciens qui doit aller sur site. D'accord. Donc on a quelque chose qui n'est pas qui ne fonctionne pas en temps réel. Bon, ce qu'on peut dire du temps réel, en tout cas de ce point de vue-là, c'est que votre client est averti immédiatement des modifications qu'il pourrait devoir effectuer sur son champ d'éolienne. Exactement, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, on est sur des enjeux qui permettent d'aller chercher, par exemple, on peut prendre un exemple très concret. Également pour illustrer ce que peut être une donnée en fait et comment est-ce qu'on arrive à un résultat in fine. Si vous prenez par exemple une des fonctions que nous avons qui permet de surveiller le réglage du rotor de l'éolienne, c'est-à-dire de la partie qui tourne avec les pales. Mmh. Donc une fonction comme celle-ci, pour la surveiller, elle nécessite de traiter 18 millions de données en permanence. Donc, c'est ce qu'on appelle ces données, c'est vraiment une mesure prise par un des capteurs qu'on a dans la box WinFit, si vous voulez. Donc, cette mesure de base, cette donnée de base, donc, elle est en permanence collectée par le capteur, traitée localement, transmise sur le web, puis traitée globalement au niveau du cloud. Et enfin, on atteint un indicateur. Donc, on passe de 18 millions de données initialement à un indicateur qui va vous donner une information du type le rotor a un défaut de réglage de tant de degrés, mettons 3 degrés, avec un enjeu, un risque de production, de perte de production de 1% ou 3%, et ainsi de suite. Par rapport et là, donc, on parle de prise de décision pilotée ou bien éclairée par la donnée. Justement, on va en parler avec Gérard. On touche, à mon avis, un point très important de l'économie de la donnée, à mon sens, parce que bon, il faut produire de la donnée, la stocker, l'analyser, mais au bout du compte, tout cet exercice et toute cette compétence mise au service de la collecte et de l'analyse de données, eh bien, ça doit éclairer la prise de décision en entreprise. C'est quand même l'objectif à atteindre. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Enfin, en anglais, on parle même aujourd'hui de data-driven, une entreprise data-driven, une entreprise qui est pilotée, où le pilotage s'effectue avec l'assistance de la donnée. Pour vous, au niveau du groupe Engie, ce concept, quel sens ça a aujourd'hui et est-ce que vous pourriez l'illustrer par quelques exemples sur des processus où finalement la remontée et l'analyse de données, si possible en temps réel, permet de prendre de la décision? Oui, alors tout d'abord, je pense qu'effectivement, des entreprises, notamment industrielles, qui sont pas natives de la donnée, c'est-à-dire qu'Engie ne fait pas partie des GAFAM,
Hein, notre business model n'est pas né de la donnée. Ces entreprises industrielles, depuis plusieurs années, ont pris conscience qu'elles avaient de la donnée pour autant. Ce n'était pas forcément de la donnée, que de la donnée commerciale. Elles avaient notamment de la donnée industrielle, de la donnée opérationnelle, et que cette donnée allait augmenter de façon exponentielle. Vous l'avez dit, notamment avec l'accroissement des objets connectés, quelle que soit la taille de ces objets. Donc la question est de se dire finalement, on va avoir de plus en plus de données, et ces données-là, soit on n'en fait rien, mais il ne se passera pas grand-chose, on n'en tirera pas de valeur, soit on réussit à en faire quelque chose, c'est-à-dire en faire un véritable élément différenciant, apporteur de valeur. Et c'est ça vraiment la prise de conscience, et de considérer que cette donnée, finalement, au même titre que nos usines, au même titre que notre portefeuille client, au même titre que nos collaborateurs, ces données deviennent un véritable capital pour l'entreprise. Et être data-driven, ça commence par, je dirais, prendre conscience que cette donnée est un vrai capital à valeur et différenciant. Et donc, comme tout capital, comme tout patrimoine, eh bien, ça doit se gérer. Ça doit se gérer, ça doit se croître et embellir, etc. pour différentes raisons. Au bout du bout, je dirais, pour créer de la valeur, ça c'est évident. Alors, bien sûr, dans les axes de création de valeur, il y a la prise de décision, ça c'est important. Alors, on le fait déjà depuis longtemps sur les données clients, comment on prédit qu'un client va peut-être nous quitter, par un certain nombre de données sur les sites web d'Engie, etc. Donc ça, c'est un élément important. Et comment faire surtout maintenant qu'on évite qui nous quitte. Bon, alors ça, c'est pas particulièrement spécifique à Engie. Je dirais toutes les entreprises commerciales, elles font ça. Mais sur les métiers spécifiques à Engie, sur les métiers industriels, par exemple, un des éléments de prise de décision, c'est de collecter, à partir de la collecte d'images, on va prendre avec des drones, par exemple, en suivant nos réseaux, en suivant les espaces de stockage de gaz, on va pouvoir prendre des images qui vont constater la couleur de l'herbe, par exemple, pour les stockages, et se rendre compte que quand on compare automatiquement avec des logiciels d'analyse d'images, des images normales avec des images anormales, par exemple de la couleur verte avec de la couleur plus jaune, on va pouvoir se rendre compte qu'à certains endroits, eh bien, on peut avoir éventuellement des petites fuites et pouvoir anticiper les réparations, anticiper les problèmes pour éviter que ces fuites grandissent. Donc, on est sur des choses qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup moins habituelles et beaucoup plus orientées sur des entreprises industrielles que commerciales. Un autre exemple intéressant et qu'on a mis en œuvre en particulier chez nos clients, mais aussi chez nous dans nos propres bâtiments, à partir des données Wi-Fi, c'est-à-dire quand on a une population qui travaille dans un bâtiment avec des téléphones portables, des smartphones, des PC connectés à du Wi-Fi, on récupère toutes ces données Wi-Fi et on peut analyser ces données, les historiser, les analyser et avec des modèles prédire quelle va être l'occupation de ces locaux à 8 jours, à 1 mois, etc. Et de façon à optimiser les espaces à l'intérieur du bâtiment, voir quelles sont les zones qui sont plus occupées que d'autres. Faire en sorte aussi que dans des circonstances comme actuellement, quand il y a des reprises d'activité post-confinement, eh bien de pouvoir aider nos partenaires, par exemple notre cantine, notre prestataire de cantine, à prédire l'occupation selon les jours de la cantine. Voilà, donc ça, ce sont des données techniques qui sont fournies par les Wi-Fi, qui peuvent être fournies par des images, qui peuvent être fournies par des objets. Toutes ces données qui doivent faire partie de ce capital. Et ce capital, on doit l'entretenir, on doit l'exploiter, on doit le valoriser comme tout capital. Très bien. Alors, je viens de recevoir, j'ai eu un petit souci avec l'interface, c'est-à-dire que je n'arrive pas à voir les questions qui sont posées par le public, mais on vient de me les communiquer sur mon smartphone et je vais me permettre de vous les poser avant que Eric ne conclue nos travaux. Première question, quelles sont les contraintes techniques
de la collecte des données, et je suppose en environnement industriel, puisque c'est quand même le sujet de notre discussion aujourd'hui. Est-ce que c'est les formats de données? Est-ce que c'est la capacité à traiter? J'évoquais tout à l'heure la montée en puissance de la puissance de calcul et l'usage du cloud qui est fait aujourd'hui pour traiter les données industrielles. Lequel d'entre vous pourrait évoquer ces dimensions-là, la dimension de contrainte sur la création et l'analyse de données en milieu industriel? Peut-être je peux en dire un mot si vous... Oui, ouais, Jérôme, oui. Oui, donc effectivement, la capacité à collecter des données dans un milieu industriel est différente de celle d'un milieu public. C'est d'abord parce que vous devez avoir un système d'acquisition de la donnée qui fonctionne au niveau des contraintes industrielles. Par exemple, pour ce qui nous concerne, lorsqu'on embarque un boîtier dans une éolienne qui est située en mer, en offshore, vous devez avoir quelque chose qui résiste aux conditions industrielles, c'est-à-dire à des vibrations qui peuvent être fortes par moment, par exemple, à des montées en température possibles, mais aussi aux conditions environnementales. Donc là, on est sur des problématiques qui sont des problématiques physiques, mais qui sont très bien maîtrisées par tout l'historique industriel qui peut y avoir dans toutes les technologies qui existent. Donc, c'est quelque chose qui est très important, mais qui est tout à fait maîtrisé et qui n'est pas nouveau et propre à la collecte de la donnée. Le deuxième point, c'est la capacité à transmettre la donnée. Donc ça, c'est un enjeu qui est très particulier là, puisque en fait, la limite, notamment pour les installations comme les installations d'énergie renouvelable qui sont très décentralisées, la limite a souvent été liée au fait de devoir installer des câbles de la fibre optique, par exemple, très souvent, pour pouvoir transmettre cette information en quantité suffisante vers les centres d'exploitation, les centres de maintenance, les centres de décision. Ces câbles, excusez-moi, mais ces câbles de fibre optique, ils sont accolés aux câbles qui permettent le transfert de l'énergie produite, généralement, non? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est des câbles qui vont être installés en parallèle des câbles d'énergie et ensuite qui vont aller vers un centre de fixation. Mais ça représente des coûts et des contraintes d'exploitation qui sont importants, qui sont à ne pas négliger, je dirais, en termes de coûts d'installation et de contraintes d'exploitation si vous avez un problème sur ces câbles. Donc là, il y a une solution alternative qui est aujourd'hui une solution qui est en passe de devenir la solution, je dirais, standard, c'est la transmission de la donnée sans fil. Donc, la donnée par les réseaux cellulaires ou éventuellement par les réseaux satellitaires, mais c'est encore exceptionnel, mais très très souvent par les réseaux cellulaires. Et c'est ce qu'on appelle la transmission de données en machine to machine, si vous voulez. Et c'est vraiment l'utilisation des capacités des réseaux 3G, 4G et bientôt 5G pour pouvoir transmettre toute cette information. Et là, pour le coup, ça libère énormément les contraintes de ce côté-là. Ok. Ce que je pouvais juste rajouter pour dire que la boucle est bouclée, parce que finalement, le point difficile, c'est le capteur lui-même, hein, et c'est un élément finalement technique et industriel. Et quand je dis la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe aussi des programmes d'intelligence artificielle pour anticiper les pannes de ces capteurs et pour gérer la maintenance prédictive de ces capteurs eux-mêmes. Hein, donc, voilà, on a l'industrie dans l'industrie, quoi. Hein. Oui, je comprends. Alors, merci à tous. Je pense qu'on a fait le tour des principales questions. Eric, d'une part, j'espère que vous avez apprécié la discussion, qu'elle vous a inspiré et que vous allez pouvoir nous en livrer quelques conclusions maintenant. Nous vous écoutons. Écoutez, c'était tout à fait passionnant. Alors, géant, évidemment, par toutes les perspectives que ça ouvre. La première chose, c'est le mot de données. C'est assez marrant parce que quand on vous écoute, c'est l'inverse de ce qui est considéré généralement comme une donnée. Quand c'est donné, on a l'impression que c'est fini. Alors que là, la donnée permet de commencer. Et ça, c'est absolument formidable parce que, vous voyez, on dit, allez, c'est donné. Non, c'est pas vrai. Ça commence.
Et comme le dit très bien Gérard, la donnée, en plus, il suffit pas simplement de la repérer, il suffit de la fabriquer. C'est-à-dire, on fabrique la donnée. Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant parce que on n'est pas en position passive par rapport à la donnée. Et au lieu de dire, il y a un flux qui nous arrive, eh bien, on va voir ce qu'on fait avec le flux. Et là, je reprends ce que dit Jérôme, je suis marin, on est en plein Vendée Globe, et il barre ces éoliennes comme quand je suis parrain d'un des bateaux IMOCA, j'apprends à barrer un bateau avec un foil. C'est la même chose. Au lieu de considérer qu'il y a un grand flux de vent qui nous tombe dessus, on peut rien faire et on reste au port. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc c'est cette notion pleine de données qui me fascine. Qu'est-ce qu'on donne à la donnée? Donc quel est ce cadeau? Qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau qui est une donnée? Premier élément. Deuxième élément, je sais pas. Alors deuxième élément qui m'a frappé, c'est la liberté. Alors on est évidemment dans les contraintes. Le contrainte, et c'était très passionnant parce que ce matin, en 1 heure, en 3/4 d'heure, on était en plein dans les contraintes. Le contrainte du temps qui passe, la contrainte du temps qui va faire, et la contrainte de la géographie. Et en fait, grâce à ces différentes données, on va essayer de s'extirper de ces 3 contraintes. La contrainte du temps qui pourrait faire, c'est la météo, c'est la question du prédictif qui me passionne. Il se trouve que le premier livre de vulgarisation scientifique que j'ai fait, c'était pour essayer de décrire le Gulf Stream, dans un éloge des courants. Et donc j'ai travaillé avec le CNES. Et j'ai travaillé avec ceux qui lançaient des satellites pour observer en continuité la mer. Et ils me disaient que si on arrête l'observation pendant un certain moment, si on n'a pas des crédits pour lancer en continuité des satellites, vous avez un trou dans les données. Et quand vous avez un trou dans les données, vous pouvez plus faire, par exemple, la différence entre le cycle et la tendance. C'est-à-dire que vous avez un trou, donc vous n'avez plus de capacité de prédire. Ça, c'est pour le temps qui fait. Et je sais que dans ma spécialité principale, qui est la gestion de l'eau, la question de la météo pour la Compagnie nationale du Rhône, par exemple, est absolument clé. Parce que comment est-ce que vous allez savoir si à tel moment il va falloir que vous ouvriez les vannes, parce qu'il y a des risques de crue, ou au contraire, vous serez en étiage. Et comment vous allez gérer l'eau qui doit arriver à une centrale atomique pour essayer de la refroidir en fonction de sa température? Comment refroidir une centrale avec de l'eau déjà chaude? Et comment est-ce qu'on peut faire avec les programmes? Donc, vous voyez, cette question de la prédiction, c'est absolument clé. Et là, on est en plein dans ces questions-là, avec évidemment l'intermittent, puisque c'est exactement ça. Donc, cette contrainte de dire, eh ben, on prend sur la tronche le temps qui fait, non. De la même manière qu'au lieu de prendre les flux de données sans rien en faire, non. Donc, il y a un élément, moi, frappant, qui est ce fait de comment on va, non pas maîtriser, c'est ça qui est intéressant, mais comment on va barrer. Et moi, en tant que marin, je sais que celui qui va le plus vite, c'est pas celui qui s'affronte à la mer. Parce que celui-là, c'est un imbécile. C'est celui qui négocie avec elle, sans oublier son point de vue. Donc, vous voyez, cette question d'à la fois le temps, et alors, la gestion des sites, ça me ravit. Parce que, où est-ce qu'on met les éoliennes? Où est-ce qu'on met les panneaux solaires? Donc, c'est non pas dire n'importe où au hasard, mais on le met dans quel état et qu'est-ce qu'on veut? À quel moment on veut du vent? Parce que si on veut à tel endroit avec les coûts de transport, on va pas le mettre au même endroit parce qu'il n'y a pas du vent partout. Et donc ça nous apprend une sorte d'humilité, moi qui me passionne. Parce que c'est à la fois une obstination et une humilité. Et ça c'est rendu possible par je déteste le mot intelligence artificielle. On l'a très peu utilisé pour le coup. Hein. Je sais, mais
est d'accord, mais il y a des mots qu'on utilise qui sont des vraies conneries. Et donc, ou c'est intelligent ou c'est artificiel. Donc, si c'est intelligent, c'est que c'est intelligent. Et donc, voilà. Et donc, moi, ça me passionne de voir ce grand langage. C'est-à-dire, on avait appris au mieux à parler avec les êtres humains. On apprend maintenant que, eh bien, il faut parler aussi aux autres membres de ce long chaînon de la chaîne. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à parler aux virus. Il faut qu'on apprenne à parler aux animaux. Je trouve, par exemple, hallucinant qu'il n'y ait pas un seul vétérinaire dans le conseil scientifique, alors que 75% des maladies viennent des animaux. Ce genre de dialogue, eh bien, il faut le continuer. C'est le dialogue, évidemment, entre les objets, et c'est le dialogue avec les données, avec les forces. C'est-à-dire, c'est pas un silence. Il y a une sorte de grand langage général qui se met partout, et qui, moi, me passionne. Et voilà, l'Internet des objets, mais pas seulement l'Internet des objets. C'est justement le dialogue des objets avec le vent. Mais il faut quand même être là. Donc, l'entreprise de Jérôme, moi, elle me passionne. Parce que si on force, on va casser. C'est exactement comme les marins. On voit ce qui est en train de se passer avec Jérôme Bayou qui est obligé de repartir au sable. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors justement, Jérôme Humbert veut intervenir. Mais bien sûr, Jérôme. Alors, si vous connaissiez, on aura peut-être l'occasion de parler plus de l'origine de Cerima, mais il y a des origines de marins et de voiliers dans cette affaire, dans le fait d'avoir développé cette technologie. Il y avait un mot qui me parlait à l'esprit là. Mais pour revenir sur la notion de flux et d'intégration, je voulais souligner le point que souvent on oppose le digital, les technologies du digital et les emplois physiques. Et justement, en fait, avec les énergies renouvelables, il y a un aspect qui est très intéressant parce que les énergies renouvelables étant des énergies décentralisées, vous créez des emplois locaux pour exploiter ces installations. Mais pour être capable de les exploiter très bien, vous avez besoin de créer des emplois locaux et digitaux. Et donc, être capable justement de parler, d'utiliser les données pour parler, pour échanger. Et donc, comme vous le disiez très bien, de boucler effectivement et d'être dans un flux où l'humain est celui qui prend la dernière décision et il est alimenté pour ça par la data. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et alors, ce qui me frappe aussi, pour reprendre ce que vous disiez, c'est qu'on pense que c'est artificiel, alors qu'il n'y a rien de plus naturel. C'est-à-dire qu'on dialogue avec les forces de la nature. On revient aux forces de la nature au lieu de s'imposer à elles. Moi, ça me frappe énormément dans tout ce qu'on vient de dire. Donc, toutes ces grandes données de coordonnées de notre position de vivant, c'est-à-dire l'espace, le temps, la nature, on est en sorte de grand dialogue. Et enfin, un dernier point, et là, je reprends des lignes en ligne avec ce que les réflexions de Daniel Cohen, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc, c'est cette question de le numérique d'une certaine manière, ça permet là d'artificialiser. Et au fond, le numérique et le masque partout, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a un grand masque on divise en 0 et 1 l'ensemble de la réalité, et il y a un grand masque. Donc, la question là-dedans est la question de savoir est-ce que, au fond, la pandémie qui permet l'explosion du numérique n'est pas une sorte de rêve terrible où on va chasser l'humain. Point d'interrogation en début de matinée du 12 novembre. C'était passionnant. Merci à vous. Merci à vous, Eric, pour cette conclusion qui ouvre effectivement toute une réflexion en lien avec le contexte actuel. Je voudrais remercier tous les participants de cette table ronde, de s'être prêtés à l'exercice. Merci à vous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris des choses, ce qui est un des fondements de ma vocation de journaliste. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pu nous écouter à travers cette table ronde, ce réveil digital organisé par Engie. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition peut-être de ces rendez-vous. Merci beaucoup. En tout cas, on est bien réveillés. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.